Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 17 juin 2020 et voici tout de suite les titres de l'actualité. C'est une vieille dame de 90 ans, le téléphérique du Brévent, la plus ancienne remontée mécanique de France, a fait office de véritable innovation à l'époque dans la vallée de Chamonix. Emmanuel Jaude s'est rendu sur place pour cet anniversaire. Et puis attention à ne pas faire trop de bruit dans les rues. Alors que l'effervescence a repris avec le déconfinement, la police municipale contrôle quotidiennement le niveau sonore. Précision de Thibaut Cordier à Annecy à la fin de ce journal. Avant de développer ces titres, un mot d'économie, 51 millions, c'est le montant des aides versées à 17 600 entreprises en Savoie à la date du 15 juin. Les très petites entreprises, les indépendants, les micro-entrepreneurs et les professions libérales ont pu bénéficier de ces aides grâce à la mise en place du Fonds de solidarité. L'unité départementale de la direction du travail et de l'emploi, la DIRECT, a par ailleurs validé plus de 12 000 demandes d'autorisation d'activité partielle. La préfecture de Savoie indique, elle, qu'elle réfléchit à d'autres solutions pour aider les entreprises impactées par cette crise du coronavirus. Et puis le secteur le plus touché par cette crise, c'est le tourisme. L'estimation des pertes pour les professionnels en Auvergne-Rhône-Alpes s'élève à plus de 2 milliards d'euros entre le 15 mars et le 1er juin. La région a présenté en début de semaine son plan de relance de l'activité. Elle propose notamment la mise en place de différents prêts pour les acteurs du tourisme et la création d'un fonds régional d'urgence doté à ce jour de 30 millions d'euros. Enfin, une aide pour les micro-entreprises et les associations permettra d'octroyer des avances remboursables aux toutes petites structures. Cette année, la plus ancienne remontée mécanique de France, toujours en activité, fête ses 90 ans. Il s'agit du téléphérique du Brévent avec son petit frère de Plampras. Ils se sont inscrits comme des précurseurs dans la vallée et plus généralement dans les Alpes, anticipant l'attrait des touristes pour les sports d'hiver. Reportage d'Emmanuel Jaude. Depuis près d'un siècle, les téléphériques de Plampras et du Brévent permettent aux touristes comme aux adeptes de la montagne de gagner facilement les sommets. Mais si aujourd'hui ces remontées font partie intégrante du paysage de la vallée de Chamonix, il s'agissait à l'origine d'un sacré pari. Technologiquement, on évolue. Et puis il y a une concurrence puisqu'il y a un téléphérique qui se construit, alors pas sur les pentes du Brévent, mais un téléphérique de l'Aiguille du Midi. Qui s'appellera téléphérique des glaciers, mais c'est le téléphérique de l'Aiguille du Midi qui se construit à cette époque. Et un hôtelier chamoniard qui est Alfred Cachat, il va vouloir son téléphérique tout proche de son hôtel, et quoi de mieux que Plampras et éventuellement le Brévent, parce que technologiquement, on ne sait pas si on va pouvoir le faire. Et donc c'est un vrai défi technologique pour l'époque. Si aujourd'hui l'itinéraire n'a que peu évolué, les gares, les pylônes et les cabines ne sont plus d'époque. Il faut dire qu'au-delà de l'évolution technologique, c'est bien le rapport à la montagne et à la sécurité qui ont véritablement changé. Aujourd'hui, on a des garde-corps autour des quais. À l'origine, il n'y avait pas de garde-corps. Sur les cabines, on a rajouté des porte-skis parce qu'il faut savoir que les téléphériques n'étaient pas construits principalement pour le ski, ils étaient construits pour admirer le paysage. Donc, le ski est venu après, donc les skis, on a certaines images où on voit les skis qui dépassent, parce que les skis ils sont grands, donc les skis dépassent des cabines. Et voilà, donc on a suivi cette évolution, puisque aujourd'hui on utilise principalement le téléphérique pour le ski en hiver, en été pour le panorama et puis les parapentes. Si l'idée initiale date de 1910, il faudra attendre près de 20 ans pour réunir les fonds et le savoir-faire nécessaires pour un tel ouvrage. Et malgré cela, certains doutes sur la faisabilité du projet ont persisté pendant quelques années. C'est un pari, puisqu'en 1928 ouvre le premier tronçon. On sait à peine si on va réussir à faire le téléphérique, puis c'est un pari qui est gagné, puisqu'en août 1930, les premières cabines font leur va-et-vient, des petites cabines en aluminium, 15 places, mais c'est un téléphérique qui est sans pylône, une portée de 1350 mètres. Et c'est des cabines qui vont rouler vite et puis qui vont ravir les spectateurs parce qu'on offre du sensationnel. Une prouesse qui a inspiré plus d'un autre projet. En effet, André Rebuffel, l'architecte fort de son succès, a su transposer ses acquis sur d'autres massifs, à l'image des téléphériques du Mont-Verrier et du Salève, dont il aura la charge quelques années plus tard.
Et nous restons dans la vallée de Chamonix puisque le préfet de la Haute-Savoie a tenu une réunion lundi pour présenter la première ébauche de l'arrêté pour la protection des habitats naturels du Mont-Blanc. La mesure avait été évoquée par Emmanuel Macron lors de sa venue à Chamonix en février dernier. Le président de la compagnie des guides de Chamonix a expliqué ce mercredi à Emmanuel Jaude où en est ce projet d'arrêté préfectoral. Selon lui, les incivilités sur le toit de l'Europe diminuent ces dernières années, mais il reste du travail, on l'écoute. Pour cette saison, rien ne bouge. On reste sur l'arrêté classique, obligation de réservation, etc. Pour le moment, on est dans la même ligne que l'an passé et les années précédentes. Il y a encore un peu de travail à faire, mais pour ce qui est des réservations, maintenant c'est bien passé dans les mers qu'on ne monte pas au refuge du Goûter comme ça. Au niveau du camping autour du refuge, les choses se sont bien stabilisées aussi. Il y a bien entendu une ou deux affaires. L'avion qui s'est posé, des choses comme ça, et soudainement on se dit mince, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, en l'état actuel des choses, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on légifère de façon à régler ces problèmes-là, bien sûr. Pour le reste, on est, comme dit, très attaché à la liberté de circulation, que la voie normale du Mont-Blanc est un itinéraire, on va dire, extrêmement particulier dans le massif. C'est-à-dire que c'est l'endroit le plus fréquenté du massif depuis longtemps également. Voilà, d'arriver à réguler un petit peu la situation là-dessus, comme dit, pourquoi pas. Après, attention à ne pas trop légiférer non plus. Pour le moment, rien n'est définitivement arrêté. Il va y avoir les différentes consultations, etc. Et du coup, le paralpinisme a été pris en compte, effectivement, de façon à pouvoir monter en alpinisme et redescendre en parapente. Ça fait partie des pratiques qui sont devenues assez classiques. Ça a été pris en compte et c'est en cours d'élaboration. Donc pour le moment, on ne sait pas encore exactement les arrêtés, puisque l'arrêté, si tout va bien, devrait être signé cet automne. Donc il y a encore toute la période de consultation de l'été qui est en cours. Le Festival international du film d'animation a débuté lundi en ligne. À ce jour, il compte plus de 12 500 accrédités, 4 000 pour le marché international du film d'animation. La compétition se tient donc cette année sous un format inédit, 100% en ligne. Et parmi les 10 longs métrages de la catégorie l'officiel, un film est particulièrement attendu. Il s'agit de Bigfoot Family, c'est la suite de Bigfoot Junior sorti en 2017. C'est un film de Ben Stassen et Jérémy de Grusson, avec qui nous serons en ligne dans quelques secondes. Mais avant cela, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce du film. Chez Xtract, la nature passe avant tout. Le pétrole vert par Xtract. Du pétrole vert? Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Avec votre notoriété, vous pourriez stopper Xtract avant qu'il ne soit trop tard. T'es à peine revenu et tu veux déjà repartir? Dis-moi, à quoi ça sert d'être célèbre si j'essaie pas de rendre le monde meilleur? Zéro extraction dans la région. S'ils ont vraiment rien à cacher, pourquoi ils défendent l'entrée de leur site avec des gardes? Le mystère règne en Alaska après l'annonce de la disparition de Bigfoot. Quoi? Il faut qu'on l'aide. Ah, pitié, ça y est, ça recommence. On s'attache, s'il vous plaît. C'est ce qu'ils appellent du pétrole vert sans impact pour l'environnement. Papa! Maman! C'est là que le héros surgit sur son splendide étalon. Ils nous ont clairement repérés. Non, tu crois? Ah non, c'est pas le moment. On y va. On va finir ce que t'as commencé. Tous les trois. On fait des pancakes. Vas-y, envoie. Oui. Un peu trop. Oh, trappeur. J'y peux rien, moi, si t'es un peu lente. Jérémy de Grusson, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en ligne avec nous depuis la Belgique puisque Bigfoot Family, c'est un film coproduit par le studio d'animation belge N-Wave Pictures et la société française
Octopolis. Alors pour revenir d'abord sur l'intrigue du film, on l'a vu dans l'extrait de cette bande-annonce, c'est un film très en lien avec un sujet d'actualité qui est la protection de l'environnement. Pourquoi avoir choisi de faire de ce thème le cœur de l'intrigue de votre film ? Parce qu'on pense que c'est un sujet... Enfin, d'abord, bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, on pense que c'est un sujet d'actualité qui doit toucher nous. Ce qu'on veut dans nos films, c'est avoir une valeur éducative. Et je pense que éveiller même les plus jeunes sur le fait que les énergies fossiles sont pas bons pour la planète, c'est quelque chose de bien et qu'on peut essayer de trouver autre chose d'alternatif et d'essayer d'avancer. En plus, par rapport au côté un petit peu d'actualité, on a aussi rajouté un peu un côté fake news, le côté greenwashing, où les sociétés essayent de faire croire qu'elles ne polluent pas alors qu'au contraire, elles polluent. Alors, vous êtes en compétition dans la catégorie l'officiel dans ce festival d'animation d'Annecy. Mathieu Zeller, le coproducteur du film, a dit dans une interview accordée au Monde qu'il était très fier d'être sélectionné à Annecy et que le fait de pouvoir le mentionner sur les affiches apporte un vrai label au film. Est-ce que vous partagez son avis ? C'est vraiment génial. Alors, il faut savoir que le film, ce que j'appelle, il sort du four. Là, on vient juste de le finir là, il y a quelques jours. Donc là, ce qu'on montre à Annecy, c'est vraiment la primeur. Le mixage vient juste d'être terminé. Et c'est vrai que là, on a fini les 3 derniers mois un peu en confinement. Bon, heureusement, en animation, on peut travailler un peu plus. Ça se prête un peu mieux avec le télétravail. Et c'est vraiment un beau cadeau d'être sélectionné. On a l'impression qu'on revient sur le marché du cinéma. Et les cinémas vont ouvrir aussi dans 2 semaines. Le film va sortir début août, donc c'est vraiment un timing génial, quoi. Est-ce que vous êtes déçu que cette édition se passe en ligne ou est-ce que la magie du festival opère quand même ? Alors oui, je suis un petit peu déçu. Moi, j'étais venu l'année dernière à Annecy, puis j'aime beaucoup la Haute-Savoie de manière générale. C'est un peu différent, effectivement, mais en même temps, donc je trouve que le site d'Annecy est quand même très très bien. Enfin, ils ont monté ça en quelques mois, c'est assez incroyable. Et on sent qu'il y a du monde. Il y a une espèce de mur avec des trucs, des Twitter, des Instagram, etc. Et on a l'impression que c'est assez vivant. Et je trouve que, c'est quand même pas mal. Bon, évidemment, j'aurais préféré être sur le bord du lac d'Annecy, mais bon. Voilà. Comme nous tous. Vous nous avez dit que le film sortait tout juste du four. Annecy, ça va être aussi l'occasion d'avoir les premiers retours des spectateurs ? Oui, alors justement, on va voir un peu comment ça se passe, parce que c'est vrai que quand on est sur place, on monte le film au cinéma, on voit un peu la réaction, mais là, effectivement, on ne sait pas comment les gens réagissent. Bon, après, ce qui est chouette, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui le voient, mais principalement des journalistes. Pour l'instant, on a des feedbacks très positifs par rapport au film. Donc, on verra. Je ne sais pas comment on va vraiment capter ce feeling pour l'instant, mais bon, j'imagine qu'on aura un feedback à un moment ou à un autre, quoi. Et puis rendez-vous le 20 juin pour le palmarès, on croise les doigts pour vous ? Ah bah ouais, on espère être bien positionné, mais déjà la sélection c'est déjà super, on est hyper content. Ça donne vraiment une très belle vitrine pour le film. Bon, rendez-vous en salle alors le 5 août en France pour la sortie du film et les salles doivent rouvrir, vous l'avez dit, lundi le 22 normalement pour nous. Merci beaucoup Jérémy de Gruson d'avoir été avec nous. Accueilli. Merci. Suite de nos reportages à présent consacrés au second tour des élections municipales. Ce soir, nous partons à la rencontre des candidats de la Ravoire en Savoie. Après des résultats très serrés au premier tour, ils sont encore 3 à s'affronter pour la mairie. Reportage de Sébastien Germain. Avec 58,24% d'abstention au premier tour des élections municipales, la Ravoire est au-dessus du taux national. La mobilisation des 5 828 électeurs inscrits sera donc un des enjeux principaux de ce scrutin du 28 juin prochain dans la commune savoyarde. Au premier tour, ils étaient 3 en lice et ils seront toujours 3 à se soumettre au vote citoyen dans 11 jours. Alexandre Genaro, arrivé en tête en mars dernier avec 38,27% des voix, fera face à Frédéric Bray, le maire sortant, crédité de 31,63% des suffrages. Viviane Coquillot, qui avait obtenu un score de 30,08%, sera elle aussi de la partie. Notre projet est basé sur l'humain. Nous devons remettre l'humain au cœur de nos préoccupations. Et l'humain, pour nous, c'est très important. Nous sommes dans une ville en pleine mutation et cette mutation doit être maîtrisée. Nous devons arrêter d'urbaniser à outrance. Nous devons essayer de développer des services
Il ne faut pas accueillir de nouveaux habitants sans avoir les services adéquats. Nous pouvons aussi faire plus attention aux plus fragiles, notamment les plus jeunes ou nos seniors. Il faudra aussi qu'on puisse travailler avec beaucoup plus de dialogue pour que la Ravoir reste cette Ravoir à l'esprit village. Il faudra essayer de préserver nos espaces verts, essayer de valoriser nos associations davantage. Et pour ce faire, il faudra surtout le 28 juin voter Alexandre Gennaro et voter la Ravoir au cœur. J'ai l'expérience et la connaissance parfaite de la ville. Évidemment, des projets ont été lancés il y a quelques années, un grand projet de requalification urbaine autour de notre centre-ville principalement. Ce projet, aujourd'hui, il faut le retravailler parce qu'il y a une sociologie qui change, une envie qui change. On le voit à la sortie du confinement. J'ai cette expérience, j'ai cette volonté sur des sujets qui sont parfois compliqués. En tout cas, j'ai l'énergie accompagnée d'une équipe pour porter cette expérience et tous ces sujets en toute transparence et surtout en cohérence avec ce que l'on peut faire en termes de fiscalité, avec des dotations de l'État qui baissent, mais surtout avec la volonté de tous les Ravoiriens de vivre ensemble dans une commune proche de tout, proche de Chambéry, proche d'Annecy, de Grenoble, de Genève, une ville qui mérite d'être bien vécue tout simplement par tous. Voilà pourquoi il faudra venir le 28 juin, première chose à faire, et venir pour notre parti La Ravoir qui défendra cette revisitation du projet urbain de La Ravoir. La crise que nous traversons a été et sera pour nombre de Ravoiriens terrible. Une politique communale de solidarité et de soutien sera indispensable. Elle est néanmoins instructive. Elle questionne nos modes de production, nos modes de consommation, nos moyens de déplacement et elle interpelle chacun de nous. Aujourd'hui, une crise, c'est un accélérateur de tendance. Et la tendance, c'est, en matière de mobilité douce, les vélos, les aides pour les vélos électriques, les rallonges de pistes cyclables, le télétravail qui perdure et qui évite les déplacements, et même les chambres d'agriculture qui sont en train d'étudier un plan de relance avec une souveraineté alimentaire et une relocalisation. Et les hommes et les femmes qui se sont engagés sur cette liste sont des militants convaincus, depuis des années, voire plus, que nous devons vivre dans un monde plus solidaire, plus démocratique et plus écologique. Avec moins de 200 voix entre le premier et la troisième du scrutin du 28 mars, l'issue de cette élection dans la 5e ville de Savoie s'annonce donc incertaine. Et toujours à propos des élections municipales, vous pouvez voir ou revoir le débat réalisé sur ce plateau par Fanette de Buisson et Sébastien Germain avec les candidats de Rumi ce midi. Vous pouvez le retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre antenne à partir de 19h. D'une élection à une autre, les scrutins des régionales et des départementales doivent se tenir en mars 2021, mais le président de la République Emmanuel Macron songe à dissocier ces deux élections et à reporter les régionales. Nous avons joint le président de notre région, Laurent Wauquiez, cet après-midi, mais il ne souhaite pas faire de commentaires à ce stade sur le sujet. Le président de l'Association des régions de France, Renaud Muselier, appelle lui à ne pas rejeter cet éventuel report du scrutin. Un scrutin qui pourrait donc être reporté à l'automne 2022 après les élections présidentielles. Depuis 1977, l'association Savoie de femmes lutte contre toutes les formes de violence conjugale. L'équipe est composée de 3 intervenantes sociales et une directrice, une équipe qui a dû s'adapter au contexte du confinement. Nous sommes justement en ligne avec la directrice, Nathalie Garrera. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur 8 Mont-Blanc. Alors avant tout, comment avez-vous poursuivi votre action pendant cette période de confinement ? Alors nous avons poursuivi notre action de manière téléphonique. Donc notre accueil téléphonique s'est poursuivi sur les horaires habituels, du lundi au vendredi de 10h à 16h, et avec des entretiens en rappelant les femmes. Donc nous avons eu contact avec 60 nouvelles femmes pendant toute la période du confinement. Est-ce que vous avez vu constater, comme d'autres associations, l'augmentation du nombre d'appels à l'aide pendant cette période ? Alors nous avons
notre travail a été différent. Nous avons constaté effectivement plus d'appels d'urgence, c'est-à-dire que les femmes qui appelaient avaient besoin de solutions rapides. Et effectivement, il y a eu plus de femmes en hébergement d'urgence que ce que l'on peut constater habituellement. Ce qui s'est arrêté, c'est tout ce qui est suivi et accompagnement que l'on peut faire habituellement, c'est-à-dire voir des femmes pendant plusieurs entretiens pour pouvoir les soutenir par le biais d'ateliers ou par le biais d'accueil collectif. Tout ça n'a pas pu se poursuivre et bien sûr les accompagner pour trouver par exemple un logement ou en justice, tout ça n'a pas pu se faire. Par contre, effectivement, nous avons plus travaillé avec nos partenaires et qui sont des associations qui s'occupent d'hébergement d'urgence, qui s'occupent de la justice et puis avec les forces de police également, la police et la gendarmerie. Comment se passe maintenant le retour à une situation presque normale? Est-ce que vous avez pu retrouver le lien avec ces victimes? Alors oui, ce lien il s'est pas interrompu pendant le confinement, il a été effectivement téléphonique. Par contre, depuis le 25 mai, on peut à nouveau recevoir de manière physique, alors avec toutes les règles qui s'imposent, c'est-à-dire les règles de distanciation, avec le port du masque, on peut accéder à nos locaux. Et ce que l'on demande, c'est d'appeler au préalable, ce qui habituellement n'est pas nécessaire, mais c'est vrai que là, il vaut mieux, puisqu'on est limité en nombre de personnes qui peuvent venir dans nos locaux, comme tout le monde. Donc, en appelant et en fonction des entretiens nécessaires, nous recevons à nouveau depuis le 25 mai de manière physique les femmes dans nos appartements. Donc on peut vous retrouver, peut-être donner une adresse si certaines personnes qui nous regardent en ont besoin. Nos locaux sont situés au 560 chemin de la Cassine à Chambéry et le numéro de téléphone c'est le 04 79 85 53 68. Alors il ne faut pas hésiter à laisser un message. On peut aussi nous trouver sur notre site internet, donc savoixdefemme.fr, et on a une page Facebook. Donc tout ça, c'est des manières de rentrer en contact au préalable pour que l'on puisse convenir de la manière la plus utile pour venir nous rejoindre. On a parlé de l'augmentation du nombre d'appels à l'aide pendant le confinement. Est-ce que avec le déconfinement, vous voyez une diminution de ces besoins de victimes ou ça continue à être important ? Alors les besoins continuent à être importants. Notre activité, elle ne s'est pas arrêtée, elle ne s'arrête pas à nouveau. C'est vrai que là, les demandes des femmes, du coup, elles sont plus sur de l'accompagnement au long terme. Certaines attendaient le déconfinement pour pouvoir trouver une solution pour partir, ce qu'elles n'avaient pas fait pendant le confinement. Donc il faut trouver des solutions de logement, des solutions d'hébergement temporaire. C'est aussi le moment de reprendre des actions en justice qui avaient été reportées, des actions plus au long cours, par exemple des séparations ou des divorces. Donc tout ça fait que l'activité se maintient et est encore, et reste importante comme elle l'est tout le temps. Vous allez faire votre assemblée générale le 23 juin prochain. Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez vous retrouver physiquement? Alors, on a proposé effectivement de venir physiquement à ceux qui le souhaitaient, sachant qu'il y aura un nombre limite. Donc là aussi, on demande vraiment à être prévenus. On a demandé à tout le monde de vraiment nous faire savoir leurs souhaits. Par contre, on propose aussi un lien en visioconférence. Donc les deux possibilités sont ouvertes. Donc ce sera le 23 juin à 18h30 dans les locaux de la Savoisienne à Bassin. Merci beaucoup Nathalie Garira, directrice de Sa Voix de Femme, d'avoir été avec nous sur 8 Mont Blanc. Merci à vous, au revoir. Pendant le confinement, nous avons pu apprécier le bruit des oiseaux et le calme dans nos rues. Mais depuis un mois maintenant, le bruit est de retour et la police municipale d'Annecy est de nouveau sollicitée. Plusieurs équipes organisent des points de contrôle du niveau sonore tous les soirs. Thibaut Cordier a pu observer un de ces contrôles sur l'avenue de France. Reportage. Ce soir, c'est contrôle de police dans les rues d'Annecy. Ce livreur est stoppé par les agents de la police municipale
Son pot d'échappement fait trop de bruit. Des avertissements, ça suffirait. Comme là, il m'aurait averti, la deuxième, troisième fois, il m'attrape. Ok, je comprends l'amende. Mais là, pour le bruit, non, je pense pas. Parce que là, vous devez payer combien 68 €, je crois qu'il m'a dit. Une infraction méconnue mais récurrente chez les jeunes automobilistes qui ont tendance à les accumuler. Sur le bruit, c'est souvent les scooters, les 2 roues, les 50 cm3. Bien souvent, c'est eux. C'est rarement sur des gros cylindrés. C'est plus souvent sur quand même des 50 cm3. Donc en général, c'est des personnes qui sont mineures, donc ils se rendent moins compte, ils ont moins le sens des responsabilités. En pause pendant le confinement, ces patrouilles anti-bruit ont repris du service depuis quelques semaines. Signalées par cette pancarte, les agents de police traquent le moindre excès de décibels. Mais sans sonomètre, la faute est difficilement démontrable. C'est du feeling quoi. Voilà. Vous appelez ça du feeling. Vous appelez ça, c'est comme la vitesse excessive. La vitesse excessive, j'ai pas besoin d'une mesure. Le régime moteur excessif, j'ai pas besoin d'une mesure, c'est le code de la route. Selon donc la personne qui représente l'ordre public, donc la police, j'étais en sur-régime, donc je faisais trop de bruit par rapport au bruit qui est toléré dans l'agglomération annécienne. Donc j'étais verbalisé pour ça. Et voilà, c'est apparemment juste au ressenti du policier. Donc apparemment, il devait avoir une très bonne oreille puisqu'il m'a entendu venir de loin. Bon, il y a toujours des gens qui ne vont pas être d'accord, mais la plupart du temps, ils peuvent pas nier parce qu'effectivement, ils font beaucoup de bruit. Ils ont fait une forte accélération, c'est pour ça aussi qu'on a le radar, c'est parce que les deux sont liés, l'accélération et le bruit, ce qui nous permet d'appuyer nos dires par rapport à la vitesse à laquelle ils sont contrôlés. Donc généralement, il n'y a pas grand-chose à dire. En 1 heure ce soir-là, la brigade va verbaliser 3 véhicules pour nuisances sonores. Le montant de l'amende pour excès de bruit est de 135 €, mais selon les problèmes notés, la sanction peut alors aller jusqu'à l'immobilisation du véhicule. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe mobilisée à la rédaction et en régie. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle page d'information. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.